Bonjour à tous, bonjour Nantes. Je voulais déjà, je me présente, je suis Christophe Lucas, président d'Épilepsie France. Et aujourd'hui, on va parler de mobilité et épilepsie. Je voulais avant tout remercier les bénévoles de la délégation de Nantes, en Rosaine en particulier. Monsieur Pierre-Emmanuel Marais, qui représente la commune de Nantes, métropole, qui nous accueille aussi ici. Et puis François et Anaïs qui nous ont concocté cette réunion sur la mobilité avec d'autres bénévoles. Donc on est en direct sur YouTube, je suis désolé sur le son, c'est un peu compliqué. Et je voulais faire aussi un clin d'œil à notre marraine, à Emma, la chanteuse Zara, qui est parmi nous aujourd'hui. Et je vais laisser François et Anaïs démarrer. Bienvenue à tous. Donc, on a organisé cette conférence sur l'épilepsie et la mobilité en tant que à la fois patient et proche. Donc, je remercie évidemment Rosaine qui nous accueille en tant que déléguée du département de Loire-Atlantique. Et donc, je vais passer la parole à... On va peut-être donner la parole à M. Marais, s'il veut, pour la mairie de Nantes, s'il veut lui laisser un petit message. Bien, d'abord, je suis choisi Nantes pour votre conférence. Après, en tant qu'adjoint au sport et déplacement, j'aurai l'occasion d'en parler, mais moi je viens aussi beaucoup pour écouter, parce que c'est un sujet que je connais pas forcément, et qui souvent il semble être hors radar par rapport à nos différents dispositifs. Donc l'idée c'est un contact, c'est vous entendre, et puis peut-être pouvoir travailler sur l'après, sur les différents dispositifs que nous pouvons faire évoluer, notamment au niveau de la ville de Nantes. Voilà. Je vous souhaite une belle conférence. C'est d'ailleurs tout à fait l'objectif, c'est-à-dire qu'on a commencé le programme cette année jusqu'en novembre 2022, qui sera l'aboutissement, qui est le sommet, second sommet sur l'épilepsie, qui sera Paris. Et là, depuis le mois d'octobre, on tourne sur toute la France. Pardon. Nous étions à Bordeaux en février pour des thématiques sur le sport et l'épilepsie et sur l'isolement. Et nous étions à Lyon pour l'emploi au mois d'octobre, novembre, pardon. Et nous serons à la tête, d'un habitage en juin pour le parcours de soins. Et ensuite, pour la scolarité, la rentrée en Bretagne, à côté de Brest, à Toularbat, où il y a un centre épileptique. Donc, comme vous disiez, M. Marais, en fait, il y a 650 000 patients en France qui sont touchés par l'épilepsie et on a 10% de la population qui fera au moins une crise dans sa vie. Donc, ça fait un volume de patients important. Je laisse la parole à Anaïs et à François. Merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on va vous présenter un rapide survol des problématiques qu'on a identifiées. Comme le disait Anaïs, on est un petit groupe de travail, hein, on est 5. Sur ces 5, il y a 3 qui sont des personnes avec une épilepsie, donc qui sont concernées. Toutes ont rencontré des problèmes de déplacement, on le verra tout à l'heure avec des témoignages. Les 2 autres sont proches ou parents. Alors pourquoi la mobilité? C'est un sujet plus important qu'il n'y paraît, parce que pouvoir se déplacer, d'abord c'est un droit fondamental, mais en plus ça conditionne beaucoup d'autres choses. Bien souvent, la mobilité, ça conditionne la possibilité d'un accès à l'emploi. Actuellement, travailler sans pouvoir se déplacer, c'est devoir travailler chez soi ou très très proche. Ça conditionne aussi l'accès aux loisirs et à la vie sociale. Et on a eu l'occasion de voir la conférence de Bordeaux qui parlait de l'isolement relationnel des personnes avec une épilepsie, à quel point beaucoup de personnes se trouvent isolées, privées de liens sociaux, tout simplement, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Ils ont une difficulté, on va revenir sur les différentes difficultés. Et puis ça conditionne aussi la mobilité, ça conditionne aussi l'accès aux soins. À l'évidence, on ne peut pas toujours disposer d'une ambulance ou de taxi, et de temps en temps, on fait finalement l'impasse sur la consultation médicale, sur le rendez-vous, sur l'encéphalogramme, d'autant plus que bien souvent, les structures de soins pour des personnes qui ont une épilepsie sont éloignées. Dans les grandes villes, vous avez tout. Mais si vous êtes à 100 km du premier encéphalogramme, vous n'allez pas en faire un tous les 3 mois. Donc, il y a un problème d'accès aux soins également chez les personnes avec épilepsie, du fait de leur difficulté à se déplacer. Alors, pourquoi il y a des difficultés? D'abord, il y a une première difficulté, on y reviendra tout à l'heure avec le docteur Boulet-Gercourt, qui a fait la gentillesse de venir se joindre à nous. Il y a l'interdiction de conduire. La plupart des gens qui ont une épilepsie active, enfin tous ceux qui en tout cas ont fait au moins une prise depuis moins d'1 an, ne peuvent pas conduire de voiture.
Cette interdiction, même si elle a sa logique, elle crée des difficultés dans la vie quotidienne. Imaginez que brusquement, vous n'ayez plus de voiture, ça crée une difficulté évidente. Il y a une deuxième difficulté qu'on a identifiée, c'est les crises qui surviennent dans la rue. Pourquoi? Parce qu'une crise qui survient dans la rue, ça vous fiche la journée en l'air, tout simplement. Quelqu'un qui part faire ses courses, qui fait une crise dans la rue, qui est ramassé par les pompiers, il se retrouve aux urgences à l'hôpital, bien souvent pour rien d'ailleurs, et pas toujours, mais bien souvent pour rien, et il perd sa journée parce qu'à l'hôpital, vous n'y restez pas une demi-heure, vous y restez 6 heures. Donc, on connaît ce problème, et les crises dans la rue finissent par créer une telle appréhension chez certaines personnes qu'elles n'osent plus sortir de chez elles. Donc là, on a une difficulté vraiment qui est réelle, qui est concrète, et qui pose des problèmes tous les jours. Le troisième problème qu'on a identifié, c'est le risque de survenue de crise dans un transport public. Vous faites une crise dans un bus, vous faites une crise dans un train, vous tombez sur des situations qui peuvent être extrêmement compliquées, avec des gens qui ne savent pas du tout ce qu'il faut faire. Vous pouvez tomber aussi sur des situations carrément de rejet. On a vu, je crois que c'était dans un département d'outre-mer, une jeune femme à qui on a interdit carrément de remonter dans le bus parce qu'elle avait fait un jour une crise. On arrive à des situations d'exclusion qui sont assez scandaleuses, mais qui proviennent d'une très grande ignorance. On aura l'occasion d'y revenir sur les problèmes de cette maladie. Un quatrième problème identifié, c'est la confusion post-critique. Je crois que le docteur Perr nous en parlera tout à l'heure. Vous savez qu'un certain nombre de personnes qui font des crises d'épilepsie font des crises courtes, même s'ils sont des crises généralisées, ils font une crise brève qui va durer 2-3 minutes. Seulement, il y a l'après. L'après qui, lui, peut durer 15, 30 minutes, 2 heures, pendant lesquelles les personnes peuvent être un peu confuses. On a vu des personnes qui n'arrivaient plus à retrouver leur chemin après la crise. Ils avaient commencé à aller faire des courses, par exemple, ils ont fait leur crise et après ils sont partis dans n'importe quelle direction. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a des personnes, là encore, qui n'osent plus trop faire des courses ou partir en ville seules, par peur de se perdre au retour ou d'avoir des difficultés. Vous êtes même victime de malveillance, ça s'est vu également. Donc cette confusion qui suit la crise peut poser un problème. Elle tend tout de suite à suggérer, c'est la première idée qui vient à l'esprit, qu'il faudrait que ces personnes puissent être accompagnées. Ça va être le grand thème dont on parlera plus peut-être tout à l'heure avec Pascal Jacob, mais il est vrai que dans un premier temps, l'idée est qu'il faudra sans doute un accompagnement. Et puis il y a un cinquième thème qui est une difficulté quotidienne des personnes avec une épilepsie qui n'arrivent pas à se déplacer, c'est le sentiment de dépendance. Lorsque vous avez 30 ans, que vous êtes obligé de demander à vos parents, à vos frères et sœurs ou à vos amis de vous emmener chaque fois qu'il y a quelque chose à faire qui est un petit peu loin de chez vous, vous finissez par vous sentir dépendant. Ça crée un sentiment, alors on parlait de culpabilité avec Anaïs, c'est pas tout à fait un sentiment de culpabilité, en tout cas on a l'impression de déranger, on a l'impression de gêner, c'est un thème qui revient extrêmement souvent dans les témoignages, et l'idée que l'on dérange, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre, ça modifie l'image de soi d'une façon très très péjorative. Donc on arrive à la notion que cette difficulté quotidienne de mobilité chez les personnes avec épilepsie, ça altère sérieusement leur qualité de vie. Ensuite, on a réfléchi un petit peu à quelles sont les alternatives à la voiture individuelle pour les personnes donc, qui ne sont pas en possibilité de conduire. Alors on a fait pas mal de recherches, hein, on a regardé un petit peu ce qui existait dans les villes en France, on a sondé un petit peu partout, y compris Nantes bien sûr. Et qu'est-ce que l'on voit, c'est que pour les transports publics de type train, métro, tram, il y a essentiellement des services qui sont destinés à ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite. Autrement dit, la perception du handicap par la plupart des sociétés de transport, c'est le handicap moteur. Le problème de l'épilepsie est quand même très peu vu, très peu pris en compte. Les autres incapacités ou les autres handicaps que le handicap moteur ne sont pas vraiment pris en compte. Ça commence notamment pour les troubles psychiques. Il y a un certain nombre, je crois que Proxitane s'y intéresse, mais il y a aussi à Lyon actuellement un essai de prise en charge, d'accompagnement des personnes qui ont des troubles psychiques. Pour les bus, on constate pas mal de progrès. De plus en plus, on voit se développer des systèmes porte-à-porte, des systèmes de transport à la demande, des choses comme ça qui peuvent effectivement s'appliquer à nos personnes. On va voir un petit peu comment. Également, le covoiturage, les transports solidaires sont des possibilités de solutions pour quelqu'un qui ne peut pas conduire. Le problème, c'est que bien souvent, pour cela, on nous demande de présenter une carte mobilité inclusion. Alors, on va en parler une seconde de la carte mobilité inclusion. Gilles, si tu peux lancer au suivant.
La carte mobilité inclusion, elle est attribuée par la MDPH. Elle a un certain nombre de mentions possibles: stationnement, priorité, invalidité. Les sociétés de transport qui exigent la carte mobilité inclusion veulent avoir la mention CMI invalidité. Or, et c'est là que les difficultés apparaissent, une CMI invalidité, ça suppose une reconnaissance d'un taux d'incapacité par la MDPH de 80%. Or, la plupart des personnes qui ont une épilepsie, heureusement pour elles, n'ont pas un taux d'incapacité de 80%. Elles ont une incapacité qui est chiffrée des fois pas du tout, des fois 40%, des fois 50%. En tout cas, lorsqu'elles demandent une carte mobilité inclusion mention invalidité, c'est non. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on a l'impression qu'on a des gens qui ont besoin de cette carte et qui ne peuvent pas l'avoir parce que cette carte mobilité inclusion mention invalidité passe obligatoirement par un préalable qui est un taux d'incapacité de 80%. Et ça nous paraît foncièrement illogique. Il faut absolument qu'on obtienne de pouvoir dissocier le taux d'incapacité qu'attribue la MDPH en fonction des incapacités de la personne, de l'attribution d'une carte mobilité ou inclusion, ou en tout cas d'un droit à accéder à des services spécialisés pour les transports publics ou privés. Alors je sais que Christophe a déjà fait des démarches au niveau du comité interministériel du handicap là-dessus, il en dira peut-être un mot tout à l'heure. C'est un projet qui nous semble important, parce que c'est quand même dommage qu'actuellement les personnes avec épilepsie ne puissent pas faire valoir leurs difficultés pour bénéficier d'un transport entre guillemets adapté. Je reviens sur les crises dans l'espace public, avec dans la rue la crise qui entraîne souvent une hospitalisation et bien souvent qui est inutile. Et je reviens un peu sur l'accompagnement. L'accompagnement actuellement il est possible avec des bénévoles. Il y a aussi maintenant les transports d'utilité sociale qui commencent à exister. Alors là aussi ça nécessite pas mal de conditions. Les transports d'utilité sociale, vous trouverez ça en cherchant un petit peu si vous voulez sur internet, les TUS. Sont destinés essentiellement à des personnes isolées, donc des personnes qui sont en ruralité, éloignées, etc., ou à des personnes en difficulté physique ou autre. Ça commence à se développer, ça peut être intéressant, ça repose souvent, le droit d'accès repose souvent sur les ressources, les faibles ressources. Autrement dit, c'était surtout pour des gens précaires et isolés. Mais ça peut s'appliquer à des personnes en situation de handicap. De la même façon, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, il y a un certain nombre de plateformes de mobilité. Quand on regarde ce que fait le laboratoire de la mobilité inclusive, on s'aperçoit que ces plateformes commencent à développer de plus en plus des accès spécifiques pour des personnes qui ont un handicap autre que le physique. Par exemple, les maladies mentales, on en a dit un mot tout à l'heure. Pour l'épilepsie, il va falloir certainement faire un travail préalable. Quand une crise arrive dans un bus ou dans un train, on s'aperçoit que les gens ne connaissent pas la maladie, ne savent pas du tout ce que c'est. Et ça, c'est un problème général que l'on a, c'est un thème récurrent depuis qu'on a commencé ce travail l'année dernière. À chaque fois, on bute sur une chose, c'est que c'est une maladie mal connue. Et à cause du fait qu'elle est mal connue, il y a des attitudes inadaptées, il y a aussi des problèmes de stigmatisation et de rejet, on le sait, ça provient en très grande partie de la méconnaissance. Donc il faut absolument qu'on arrive à développer des sensibilisations pour le grand public, pour les services de transport. Je sais que ça commence, Keolis par exemple, fait des formations pour ses transporteurs vis-à-vis de certaines situations de handicap. Keolis, c'est un opérateur de transport, Transdev ou autre, enfin bref. Ça commence un petit peu à bouger, mais on a certainement un énorme travail de sensibilisation à faire, vraiment sur une grande échelle. On sait que ça marche. Il y a une expérience qui a été rapportée par le Pakistan il n'y a pas très longtemps, où pendant 5 ans, ils ont fait des formations intensives avec des pôles de soins et des pôles d'information. Et ils ont obtenu des résultats très positifs. Donc on sait que c'est efficace, cette formation, cette information. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si on pose des questions ou si on passe. Est-ce que Pascal est disponible? Tout va bien. Oui. Donc on va passer à la parole à Pascal. Oui, je voulais juste ajouter que on a un cercle vicieux souvent qui se crée, c'est-à-dire que moins les personnes sont mobiles, plus elles sont isolées, moins elles se soignent et moins leur vie sociale est active. Donc c'est vraiment le problème central du problème de la mobilité pour les personnes épileptiques. Et donc je vais passer la parole à Pascal Jacob, qui est président de l'association Handidactique,
donc qui est une figure dans le milieu du handicap et qui est lui-même parent de personnes, enfin d'enfants épileptiques. Je vous remercie infiniment. Ayant très peu de temps à consacrer à cette réunion, d'abord je tiens à vous remercier pour votre invitation et j'ai quelques mots à vous dire, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Moi je suis un simple parent, 3 enfants, dont 2 sont lourdement handicapés et vous en connaissez un puisque c'est Romain Jacob de la charte Romain Jacob de l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler et j'ai un petit peu eu la chance de rencontrer votre équipe, Monsieur Latour, et quelques mots à vous dire sur l'épilepsie. L'épilepsie est d'abord un vrai handicap. Et pour beaucoup de nos concitoyens, que cette épilepsie, elle est un peu traître, elle est difficile, elle est trop souvent gérable. L'épilepsie aussi est méconnue. Elle est méconnue par, je dirais, la majeure partie de notre pays, pour le monde social particulièrement, pour le monde on n'est pas scientifique qui en fait quelque chose de temps en temps trop technique et pas assez vital. L'épilepsie aussi est un handicap intermittent, gâche souvent l'élan de vie, cela surprise celui qui vit avec, pour ceux qui l'entourent. Et je dois vous dire, ce caractère intermittent rend encore plus difficile lecture de handicap, parce qu'à un certain moment on l'est, à un certain moment on ne l'est pas, et on a toujours cette étiquette qui fait que les choses sont très difficiles. L'épilepsie est un risque, fait peur, éloigne de la vraie vie ceux qui vivent avec. Nous en avons pas parlé avec certains d'entre vous et j'ai rencontré depuis notre réunion, et particulièrement en Bretagne ces 2 derniers jours, grande difficulté qu'il y a à vivre ce risque en tant qu'employeur, en tant que familier, en tant que personne, et même vivant avec ça. Aujourd'hui, au regard de ce que je vois à travers l'analyse internationale que l'on pourrait avoir, je pense que l'épilepsie mériterait en France beaucoup plus de recherche, de prévention, et particulièrement, et c'est ce que nous avons évoqué avec le Canada et l'Allemagne, j'y reviendrai, des outils d'anticipation. Il n'y a pas que le chien, il y a énormément d'autres démarches à construire. Mais je me souviendrai toujours du chien qui se positionnait là où Romain est tombé. Pour pas qu'il se fasse mal.
savez, le chien, que comprendre nous-mêmes, bien difficile. L'épilepsie a aussi besoin d'un accompagnement approprié. Tous les actes de la vie, pour la maison, pour le travail, loisir, que ça veut dire qu'il faut qu'on se batte. L'épilepsie doit être comprise et enseignée dans le monde ordinaire, qu'il soit. Et je pense particulièrement au transport, comme vous me l'avez sollicité, mais ce n'est pas tout. Quand dans un train, dans un autobus, dans un avion, cette situation de crise arrive, on est encore trop démunis. On n'a pas formé les hôtesses de l'air, on n'a pas formé les responsables d'autobus, on n'a pas formé les responsables de centres de loisirs, les écoles, les enseignants. Il faut démystifier. Il faut faire comprendre que l'épilepsie a besoin de comprise dans le monde ordinaire. L'épilepsie aussi a besoin fondamentalement d'une reconnaissance politique et institutionnelle. Et cela est pour moi extrêmement important parce que sans ça, comment voulez-vous qu'une MDPH, des services sanitaires, des services sociaux, même des services de premier recours, pompiers, police et SAMU, sachent se comporter. Caractère un peu imprévisible de ça mérite que tous et toutes soient des acteurs. Et il faut que, politiquement, on ait fait comprendre à notre ministre bien-aimé, mais aussi à l'ensemble de tous les ministères, particulièrement ceux de l'intérieur, lorsque l'on est dans la rue et qu'on a besoin d'être aidé parce qu'on a une crise d'épilepsie, il faut qu'elle soit reconnue et aidée. Alors, il faut vraiment se poser la question maintenant, c'est qui peut faire quoi, quand, comment. Eh bien, moi, je vais vous dire, la première personne qui va être capable, et on l'a partagé avec Émilie, on va encore, Amélie, pardon, et on va encore parler avec Sébastien et d'autres. Ce que je peux vous dire fondamentalement, c'est que ce qui peut faire évoluer ça, si vous voulez que ça réussisse, c'est d'abord vous, une personne vivant avec une épilepsie. Vous êtes le premier expert de ce handicap difficile, incroyable. Et vous avez aussi une expérience de vivre avec. C'est vous, faire de lance. C'est vous qui êtes capable de dire ce que c'est qu'un réveil. C'est vous qui êtes capable de dire à celui qui vous accompagne, hier, je reviens. Et ça, c'est fondamental. C'est vous qui apprendrez à la société à ne pas avoir peur. En deuxième lieu, qui peut vous aider dans cette démarche? Ce sont vos familiers. Que c'est qu'un familier? Familier, moi j'ai
C'est un peu le familier de Romain Clément. C'est regarder un bois qui a une clonie. C'est regarder ce qui se passe à un moment donné. Ce familier, c'est quelqu'un qui, d'abord, aime et qui a un regard affûté de la peur qu'il a au ventre de voir arriver une crise d'épilepsie qui ne va pas capable de gérer, familier. C'est un important personnage qui vous connaît bien et qui vous apporte son concours. Ce familier est un aidant, souvent. Formidable acteur du moment de surprise. Et aussi ce qu'il aura, l'ampoule de Valium ou la pilule qu'il faudra, dont je ne tairai les noms, capacité d'enrayer le plus souvent le mal qui déchire le temps. L'épilepsie éloigne. Il faut que la force de l'accompagnement, la fondamentale raison de partager et d'être dans la vraie vie ensemble. L'épilepsie ne peut pas être une source de mise à l'écart. Comme le disait qui disait souffrance pour une personne. 1. Discrimination. Et de ne pas être reconnu comme un citoyen à part entière. 2. C'est l'injustice. Et de ne pas avoir droit au droit commun. 3. La solitude subie. Jamais l'épilepsie doit être une raison de mise à l'écart. Troisième acteur, le soignant encore, doit aussi être celui qui va construire et reconstruire chaque fois la liberté avec le risque était intact et formidable. Enfin, le quatrième acteur, et vous voyez qu'il est loin derrière, c'est politique et des services publics, qui doivent rendre inconditionnel le soin et l'accompagnement dans tous les lieux de vie, par une formation, une aide financière et humaine, forme les témoins d'un moment avec un savoir-faire et même un savoir-être. Cette notion de service public doit reconnaître les accidents de la vie comme étant importants et touchant un grand nombre de concitoyens, nécessite que notre société soit plus que jamais vigilante de ce dont a besoin. Enfin, construire ensemble un réel accompagnement est possible. Cela se fait dans de nombreux pays. Fait de nombreux efforts, régions belges, de ce qui se passe dans certaines régions d'Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Nous n'avons pas assez ces savoir-faire, s'ils existaient, ils sont des possibles, qui doivent vous encourager à avancer.
Connaître l'épilepsie dans notre société sera demain une capacité de ne plus en avoir peur. Lorsque l'on connaît une situation, on n'a plus peur. Et sûrement, trouver pour la majorité des personnes vivant avec une épilepsie un nouvel accès à la vraie vie, sans limitation et en toute liberté. Parce que demain, nous y mettons ensemble, et ce prochain quinquennat, peut-être, j'y invite les politiques à le faire, parce que l'on aura fait connaître l'épilepsie, apporter à ceux qui soignent que chaque personne vivant avec une épilepsie ait confiance dans une société accueillante et accompagnante des temps, même si c'est difficile. Chers amis, vivre avec une épilepsie, c'est à vous. Il revient de transformer notre pays avec vos aidants, avec nos soignants. On va passer à la partie du témoignage. On a 3 profils différents, des personnes avec emploi, des personnes sans emploi. Moi, en tant que personne présente, je vais témoigner auprès de vous. Donc moi, je m'appelle Anaïs, je suis donc correspondante locale dans l'Aisne, en Picardie, et moi-même atteinte d'épilepsie. Donc j'ai 34 ans. Je suis originaire de Limoges, donc 2 zones très rurales donc, où la problématique de la mobilité est très présente. En fait, après plusieurs tentatives pour passer le permis de conduire, je l'ai eu en 2007 à l'âge de 20 ans. Donc c'était un passage obligé à l'époque puisque je voulais travailler dans la presse locale où le permis de conduire est indispensable. Et donc c'était pour moi une évidence de devenir journaliste en presse locale, c'était ce que je considérais comme ma vocation, donc tout était prévu pour cela. À l'époque, donc je n'étais pas malade, je n'avais pas atteinte d'épilepsie, tout était possible pour moi, les balades en voiture avec les copains, j'ai passé les concours, je suis allée à l'université, je suis entrée à l'école de journalisme. En fait, à l'âge de 5 ans, je savais que j'avais fait une crise de convulsion, mais on m'avait dit « vous n'êtes pas épileptique ». On a dit « elle n'est pas épileptique puisque c'est une crise et il n'y a pas eu d'autres épisodes ». Donc je savais, on m'avait dit que ça ressurgirait peut-être plus tard, mais j'y pensais plus. À l'âge de 20 ans, j'y pensais plus du tout. Et puis un jour, donc 2 ans à peu près, 1 an et demi après être entrée à l'école de journalisme, donc après une soirée étudiante à Rosé, l'épilepsie ressurgit un dimanche matin, de façon tout à fait inattendue. Ensuite, j'ai eu mon diplôme d'école de journalisme, donc ça a trotté dans ma tête ce dilemme pour savoir s'il fallait continuer ou pas dans cette voie. Sachant que, je le rappelle, le permis de conduire est indispensable pour être tout-terrain et se déplacer dans le cadre de mon métier. J'ai entamé ma carrière en prenant un traitement médicamenteux qui nous soignait, qui nous stabilisait. Le problème, c'est qu'en 2017-2018, la fréquence des crises a augmenté de nouveau. Et donc j'ai dû réagir. J'espérais trouver un nouveau traitement pour me soigner, mais ce n'était pas possible. Donc j'ai préféré accepter ma situation et engager le dialogue avec mon employeur, prévenir les collègues que je ne pourrais plus conduire. L'entreprise, contre toute attente, enfin, moi j'avais peur en fait, j'avais peur qu'on me reproche de ne pas l'avoir dit, je culpabilisais d'avoir son handicap, je n'avais pas de raison de culpabiliser.
Donc les collègues ont tout à fait accepté et on a adapté mon poste en fonction de mon handicap. C'est-à-dire qu'on me confie désormais des missions qui sont faisables à pied, qui sont faisables depuis le bureau. Donc j'ai un poste adapté pour cela et les conditions sont plutôt bonnes. Et donc, comme j'habitais pour le trajet domicile-travail, j'habitais déjà à 1 km à peu près du travail, donc pour le trajet, ça ne me présentait pas de problème. Et puis donc je finirais en disant que, comme beaucoup d'épileptiques, je me culpabilise à l'âge de 34 ans de dépendre de mes parents ou de mes amis pour m'emmener à tel ou tel endroit. Et quand c'est possible, je garde un maximum d'autonomie en marchant, en prenant les transports ou en marchant ou en prenant le covoiturage. Je passe la parole à Sébastien qui est correspondant local dans le Jura et donc il y a d'autres profils qui vont pouvoir vous parler d'autres problématiques en lien avec la mobilité. Et qui est dans une zone très rurale aussi, donc, qui rencontre pas mal de difficultés. Bonjour à tous, je me présente, Sébastien, je suis correspondant du Jura de l'association. J'ai 46 ans, j'ai des crises d'épilepsie depuis l'âge de 17 ans. Et là, depuis 3 ans, je suis en invalidité à 66% et je suis porteur d'un stimulateur du nerf vague. Ce qui m'a posé quelques petits soucis, j'ai mis assez longtemps à accepter cette décision. Surtout qu'il faut des choses en place pour se déplacer. Réduit beaucoup la mobilité, quoi. Souvent, d'être dépendant d'autres personnes pour se déplacer. Par la suite, j'ai toujours réussi à trouver un emploi où je travaillais dans la restauration avec le déplacement, mais bon, ça, il y a 10 ans, avec ma famille, j'ai pris la décision de déménager. On allait s'installer une commune, c'est qu'il y a une gare qui a un réseau assez important. Ça me permettait de travailler en prenant le train. Et c'est qu'en prenant le train, plus les bus 2000, ça me faisait des plus grandes journées, donc j'étais plus fatigué. Et je faisais des crises plus souvent, également, quoi. Mon problème de mobilité n'est pas que pour l'emploi, il y a aussi sur la vie de tous les jours, quoi. Je ne peux rien faire seul, il faut que je contacte toujours des personnes pour venir me chercher. C'est vrai que c'est très contraignant. Même je ne peux pas faire des activités avec ma fille, on y faire des jeux s'il n'y a pas une personne qui peut me mendier, quoi. Pour conclure, je me rends compte de ne pas pouvoir conduire par rapport au problème de la maladie. Non, toute nouvelle organisation dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnelle ou dans la vie de famille. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, l'épilepsie, il faut en parler. Parlons-en ensemble. Merci beaucoup Sébastien. On va passer désormais la parole à Amélie, qui est déléguée dans le département de la Vienne, qui vit à Poitiers. C'est le Tour de France, quoi, en fait. Voilà, on est sur toute la France. Amélie, je te laisse prendre le micro. Donc, je suis la déléguée de la Vienne, comme vient de dire Anaïs. J'ai 37 ans et j'ai fait ma première crise à l'âge de 21 ans. C'était une crise de hypoclonique. Elle a eu lieu en dormant la nuit. Donc au final, ça n'a pas du tout posé de problème. Après, j'étais stabilisée. Donc voilà. Nous avons eu un fils, Valentin. Et là, suite à ça, les crises se sont dégradées. Je me suis mise à faire des états de mal. Je suis devenue pharmaco-résistante. Et je suis un petit peu comme Anaïs, j'avais fait quand on est jeune, on a une vie toute calée, j'avais prévu études supérieures, emploi, famille, voilà. Et bim, an et demi et quelques années plus tard, ça a été un chamboulement total. Il a fallu que je me réorganise, que l'on se réorganise, et surtout, et qu'on apprenne à vivre avec. Donc au début, j'habitais à la campagne.
Et vu que que je pouvais conduire, en fait c'est très bien, c'est sympa, etc. Mais ma maladie a évolué. Et là, c'est devenu compliqué, c'est devenu très compliqué, puisque je ne pouvais plus conduire. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue dépendante de mon mari qui devait emmener notre fils à l'école le matin, de mes parents. Alors heureusement, ils habitaient à 7 km. C'était, voilà, ils allaient chercher à l'école le soir. Mais j'avais besoin des parents pour aller faire les courses, pour aller voir le médecin, pour faire toutes les activités qui nécessitent une voiture. D'origine, j'étais quelqu'un de très autonome, de dynamique. Et en fait, c'est compliqué. Et en fait, on a eu cette possibilité de déménager en centre-ville, près de toute commodité. J'ai pu devenir beaucoup plus indépendante. Mais donc seule, à pied, mais pas en totalité. J'ai toujours besoin de quelqu'un pour faire des grands déplacements. Une petite anecdote qui maintenant me fait sourire, mais sur le moment, je n'ai pas du tout souri en fait. La première fois que je suis allée faire des courses avec mon petit caddie, en revenant à la maison, j'ai pleuré, mais tellement contente de pouvoir me débrouiller toute seule. Voilà, quand on prend le bus pour la première fois et qu'on sourit à prendre le bus, mais les gens se demandent pourquoi vous souriez à prendre le bus, mais ils ne se rendent pas compte que c'est génial de pouvoir prendre le bus, d'avoir la possibilité de prendre le bus. J'ai jamais fait de crise dans le bus, donc j'ai jamais été concernée par les différents éléments dont François nous a parlé avant. Voilà. Il y a aussi ce sentiment de culpabilité, et qui est pour tout le monde au final. C'est vraiment difficile de dépendre toujours de quelqu'un pour faire des choses simples de la vie de tous les jours. Et comme, voilà, en fait, c'est le même problème pour tout le monde, hein. Ce problème de mobilité est vraiment un frein pour l'emploi. De nos jours, si on ne peut pas conduire, c'est compliqué de pouvoir trouver un travail. Ça entraîne un isolement, un impact sur la vie sociale, et du coup la vie sociale elle diminue et même disparaît. C'est vrai que c'est, comme disait Anaïs tout à l'heure, c'est vraiment un cercle vicieux où voilà, la mobilité entraîne l'isolement qui entraîne enfin voilà, c'est vraiment une situation qui est très très compliquée. Il faut qu'on soit courageux, les choses vont évoluer, et ça va continuer à évoluer. Et je remercie d'abord, je fais un petit peu de pub, je remercie Epilepsie France d'exister, de sensibiliser, et de mettre en place le manifeste qui va sortir, c'est prévu pour octobre, pour sensibiliser les institutions, les médias et le grand public. Epilepsie France, Epilepsie, pardon. Je vous remercie. Merci Amélie. Merci beaucoup Amélie. Je voulais me permettre de préciser, parce que comme M. Marais était là, pour préciser un petit peu, on n'a pas dit en introduction, c'est que l'épilepsie, elle se soigne que très rarement, dans moins de 1 à 2% des cas. Je pense que le docteur Père fera une petite aparté, et on a à l'heure actuelle environ un tiers des patients qui sont ce qu'on appelle non stabilisés, c'est-à-dire pharmacorésistants. Il y a beau avoir testé des molécules, ça va juste ralentir la densité ou la récurrence des crises, et ça ne va pas arrêter. Donc on se retrouve avec des patients aujourd'hui qui se trouvent en fait en situation de vulnérabilité vis-à-vis de l'extérieur de la société en général, parce que justement ils ne peuvent pas maîtriser les situations. C'est un des points importants, je pense qu'il faut le repréciser, et je ne l'ai pas dit en introduction, mais je trouvais que c'était important de nous rappeler ce moment-là, avant que tu passes la suite. Désormais, je vais passer la parole à Arnaud Père, le docteur Arnaud Père, qui est neurologue spécialisé en épilepsie au CHU de Nantes, qui va nous parler de l'impact qu'il remarque sur la mobilité au quotidien, aussi bien pour l'emploi, les activités sociales que la vie de famille.
ça marche. Ça marche très bien. Bon pour vous, là? Oui, c'est bon. Très bien. Bien, merci pour cette invitation d'Épilepsie France. Je suis docteur Arnaud Père, je travaille aux explorations fonctionnelles du CHU de Nantes. Je suis bien désolé de ne pas être physiquement présent avec vous, mais c'est peut-être plus prudent pour tout le monde. On va parler bien sûr un peu d'épilepsie et surtout de l'ODT aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous savez tout ça, mais il faut peut-être le rappeler quand même. L'épilepsie, c'est une maladie neurologique extrêmement fréquente. Hein. Plus de 600 000 patients en France, 700 000 patients en France, 1% de la population. C'est plus fréquent que d'autres maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou bien la maladie de Parkinson qu'on entend pourtant souvent dans les médias, à la télévision ou dans le public. La maladie épileptique, c'est la répétition des crises épileptiques de manière spontanée. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois, une fois par an, c'est très très variable. Et la définition internationale sur laquelle on s'accorde tous, c'est 2 crises épileptiques sur 5 ans pour être déclarées épileptiques. Alors il y a quelques exceptions. Parfois on peut être déclaré épileptique dès la première crise, lorsqu'on reconnaît par exemple un syndrome. Vous connaissez probablement l'épilepsie myoclonique juvénile qui associe une crise d'épilepsie tonico-clonique et des myoclonies. Et bien lorsqu'on retrouve sur des examens comme l'IRM cérébral ou bien l'EEG, on retrouve un risque de récidive très important de refaire une deuxième crise. Et donc là on peut être d'emblée déclaré épileptique. Vous savez aussi que les causes de la maladie sont extrêmement diverses. Que ce soit de l'immaturité neuronale qui pourra peut-être s'amender au fil de l'adolescence et de l'adulte, ou bien une cause génétique, ou bien une cause lésionnelle, un AVC, une lésion cérébrale, tout ça peut donner une maladie épileptique. Et vous savez également qu'il y a des crises qui sont extrêmement polymorphes, avec des crises tonico-cloniques généralisées. Il peut aussi y avoir des crises focales avec une perte de contact, des crises de type absence. Et après ces crises, il peut y avoir également une période post-critique qui sera la même et qui sera différente pour chaque patient. Si bien qu'on dit souvent que 2 patients, aucun des 2 n'est la même maladie, la même cause de la maladie et ne fait le même type de crise. Vous savez aussi que 30% des patients sont diffarmacorésistants, c'est-à-dire que malgré l'utilisation d'un ou plusieurs traitements antipyrétiques bien conduits, les crises persistent. On dit que les crises sont un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est le symptôme le plus voyant aux yeux des autres, mais il y a d'autres symptômes neurologiques, notamment des troubles cognitifs, comme des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration. Il peut y avoir également des problèmes de caractère ou d'humeur, les gens sont plus souvent déprimés, qui sont des signes que l'on remarque moins chez nos patients épileptiques. Et bien sûr, c'est une maladie qui est souvent cachée, vécue encore trop souvent comme honteuse, avec des patients incompris, que ce soit dans leur famille ou au travail, avec leurs collègues de boulot, et même parmi les soignants. C'est une maladie avec un handicap non visible. 99% du temps, le malade a l'air, entre guillemets, normal, et on ne voit pas la crise, le médecin ne voit pas les crises, l'entourage ne voit pas les crises. Les crises sont faites parfois uniquement à la maison, lorsqu'il est seul ou en famille. Donc, on a des patients qui se privent d'activités familiales, qui ne vont plus aux réunions de famille parce qu'ils ont peur de faire des crises et d'être stigmatisés. Ils ne parlent pas de leurs problèmes au travail non plus, de peur qu'on les regarde bizarrement. Je suis toujours frappé par les limitations que ça peut engendrer. J'ai une patiente qui a, que je vois très régulièrement, qui a eu un cancer du sein et qui est épileptique et qui me dit vraiment, moi, le cancer du sein, c'était facile à vivre, c'était une blague comparée à ce que je veux subir avec la maladie épileptique. C'est ce genre de témoignage qu'on recueille tous les jours en consultation. Vous connaissez probablement cette dichotomie entre être et avoir qu'on utilise pour les maladies chroniques, qui s'applique particulièrement bien pour la maladie épileptique. Avoir une maladie épileptique, c'est avoir des crises d'épilepsie. Alors on discutera à la consultation des types de crises, comment est-ce qu'elles se déroulent, avoir un traitement antiépileptique, est-ce qu'il y a des effets secondaires du traitement. On va faire des examens médicaux, une IRM cérébrale, un électroencéphalogramme. Il peut y avoir des traumatismes liés aux crises et les conséquences des crises. Et à côté de qui est un vrai maladie épileptique au quotidien. Donc la gestion du risque de crise, si on est une femme, la contraception, la grossesse,
les études et le travail, qui sont des éléments extrêmement importants, la pratique du sport, qui est un élément très important lorsqu'on a une maladie chronique. Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'aller à une activité physique qui va nous permettre de relâcher la pression, de se sentir mieux, d'avoir confiance en nous et de limiter aussi les crises parfois. Il y a la peur de faire une crise dans l'espace public, on en a parlé avant, avec tous les retentissements qu'il peut y avoir sur la confiance en soi et la vie de famille. Et bien sûr, au centre de tout ça, il y a la voiture. Donc ces deux parties être et avoir, bien sûr, elles sont indissociables, il y a un lien directionnel entre les deux, mais peut-être à la consultation, on a trop tendance à parler des côtés techniques et pas assez du côté comment est-ce qu'on vit avec la maladie. C'est un fait. Aujourd'hui, on est plutôt parti, bien sûr, sur le côté être et sur la mobilité. Et la mobilité, elle s'exprime au quotidien, c'est le maillage un petit peu de toutes les activités de la vie qu'on retrouve bien sûr dans les études, le travail, la pratique du sport, la vie de famille, et puis bien sûr la voiture avec comment est-ce qu'on se rend au travail, comment est-ce qu'on va chercher les enfants à l'école, comment on fait les courses, comment on part en vacances un petit peu loin lorsque on est le seul à pouvoir conduire, et toute la dépendance qui est très bien décrite par les témoignages juste avant. Le rôle du neurologue dans tout ça, la consultation, évidemment, il est assez simple. Tout ça, c'est patient. On est juste là pour mettre le patient sur le bon chemin, entre guillemets, et de l'informer de manière simple, la plus claire possible, sans jugement de la maladie et des risques. Nous ne sommes pas des juges, on n'est pas des dieux non plus. On doit juste s'assurer que l'information de la maladie soit bien comprise et bien passée pour le patient et qu'il est bien conscient des risques. Je dois aussi lui expliquer les législations par rapport au travail et par rapport à la conduite en fonction de tel ou tel type de crise. Donc on s'articule généralement avec le médecin généraliste et aussi le médecin du travail si le patient est d'accord. Alors il y a le secret médical pour chaque consultation, vous savez bien. Et donc si tout ce qui a été dit à la consultation avec le neurologue ne peut pas être divulgué ni au médecin généraliste et ni bien sûr au médecin du travail sans l'accord du patient. Les consultations sont souvent longues, surtout les consultations diagnostiques. Ou de première fois ou de reprise du suivi, parce qu'il va y avoir beaucoup de questions à poser. Et ça peut paraître assez invasif. On a besoin d'avoir un peu à répondre à la question d'interrogatoire policier, où je vais poser à les patients beaucoup de questions sur leur loisir, sur leur travail. Si je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, je vais leur demander de faire préciser exactement ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aiment bien faire dans la vie, et comment est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils vivent seuls. Donc bien sûr, ce n'est pas pour être curieux ou une curiosité mal placée, c'est pour essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement du patient et comment, pour essayer de prévoir au maximum comment est-ce que la maladie épileptique va impacter leur qualité de vie et leur vie de tous les jours. Donc bien sûr, si moi je n'ai pas ces informations-là, je vais avoir un petit peu plus de mal à aider le patient. Et au centre de cette préoccupation, il y a bien sûr la mobilité et le travail, qui sont les deux points qu'il va falloir aborder en profondeur et assez longuement. Et si le patient n'en parle pas spontanément, il va falloir en parler. Parfois, c'est l'inverse, il veut tout de suite en parler parce qu'il est passé aux urgences et on lui a dit qu'il ne fallait plus conduire. Et donc, ça vient tout de suite sur le tapis. Mais il faut parfois attendre un petit peu d'avoir posé les bases et puis discuter de la maladie avant de parler de ces deux éléments, car ils sont tellement au cœur du problème qu'une fois qu'on a commencé à parler de restriction de la conduite et de restriction pour le travail, généralement, on n'est plus capable d'entendre le reste. Donc, il y a de lourdes conséquences pour le patient avec la justice qui est réelle, hein, c'est pas un fantasme. On est à la consultation, on apprend qu'on est malade, on doit prendre un traitement, il y a des risques et en plus on nous empêche d'aller au travail. C'est extrêmement difficile à vivre et le rôle du neurologue va être d'aider un petit peu le patient dans sa réflexion, parfois trouver des solutions transitoires parce que parfois c'est des limitations qui sont transitoires, mais parfois c'est aussi plus définitif avec l'arsenal de possibilités qu'on a qui est insuffisant actuellement, mais qui peut parfois quand même donner quelques solutions pour essayer aussi de discuter d'autres moyens de transport, parce qu'il y a des risques également avec ces autres moyens de transport, et parfois il n'y a aucune solution qui est possible. Donc c'est vrai que tout va dépendre un petit peu, bien sûr, de la vie du patient avant l'arrivée de la maladie. Si le patient est informaticien en télétravail, ce sera probablement plus simple d'accueillir entre guillemets la maladie épileptique que s'il est chauffeur routier et qu'il conduit des poids lourds. Et dans ces cas-là, bien sûr, il n'y aura probablement pas de possibilité à moyen ou à long terme de retrouver son travail.
Je me souviens d'un patient qui m'avait dit qu'il était démolisseur de carrière. Donc, quand il m'a expliqué son métier, j'ai dû lui demander exactement ce qu'il faisait comme travail. Donc, en gros, il conduit un camion poids lourd chargé d'explosifs sur des petites routes de montagne. Et après, il va jusqu'à une carrière. Donc là, il n'y a plus de route, c'est un chemin tortueux. Il doit amener les explosifs au plus près de la carrière, les décharger lui-même, les mettre près de la roche, faire sauter, allumer les explosifs et partir. Donc, quand un patient qui fait ce type de travail vient à la consultation pour dire qu'il vient faire une crise d'épilepsie, il va y avoir pas mal de questions à se poser et pas mal de problèmes à essayer de régler. Pour la petite histoire, ça s'est plutôt bien passé, puisqu'après quelques mois d'arrêt de travail et de conduite, il a pu récupérer la possibilité de le faire. On va parler maintenant un petit peu plus précisément des points qui peuvent nous intéresser. Donc, c'est le risque de crise d'épilepsie et d'accident de la voie publique quand on conduit une voiture. Je vais vous présenter quelques résultats d'études anciennes, 91, 95, 2004, mais c'est malheureusement un thème qui n'est pas extrêmement porteur dans les études et on n'a pas extrêmement de données. D'ailleurs, c'est plutôt des données internationales plutôt que strictement franco-françaises. Dans une étude de 91, qui regardait les accidents de la voie publique chez les patients qui conduisaient, l'épilepsie était en cause dans 0,25% des accidents, donc 1 sur 400 accidents. Dans une autre étude de 95, il y avait 1 sur 250 accidents de la voie publique en voiture qui étaient de cause médicale. Et sur ces 1 sur 250 accidents, 37% de ces accidents étaient liés à une crise d'épilepsie. Tout le reste des accidents, donc 249 sur 250, tout le reste des accidents, 30% c'était défaillance du conducteur, c'est-à-dire la vitesse, problème d'attention, le taux de violence, enfin, les choses habituelles. Il y avait seulement 11% des accidents qui survenaient chez les patients épileptiques qui étaient dus à une crise. C'est-à-dire que 89% des accidents des patients épileptiques, ce n'est pas une crise qui cause l'accident, c'est tout le monde, c'est-à-dire la vitesse, on est fatigué, on n'a pas fait attention, il y a un accident. Et sur ces 11% d'accidents, 15% étaient des premières crises. Quelque chose de complètement impossible à prévoir. Le patient, il ne savait pas qu'il était épileptique. La première crise qui a lieu au volant. C'est complètement imparable, on ne peut rien faire contre ça. Aux États-Unis, sur 3 ans, ils ont regardé les causes d'accidents mortels. 0,2% c'était lié en voiture. 0,2% c'était lié à une crise d'épilepsie, 31% lié à l'alcool et 24% le fait d'être un jeune conducteur. Ça, c'était quelques chiffres pour mettre un petit peu les choses en perspective. Donc j'ai pu travailler sur la cohorte de patients épileptiques pharmacorésistants de Rennes, du Dr Birama et du Dr Nika, que vous connaissez très probablement. Donc 275 patients épileptiques très sévères, puisqu'on leur proposait un bilan pré-chirurgical pour éventuellement les opérer. Donc des patients qui faisaient beaucoup de crises. Sur ces 275 patients, il y avait 32% des patients qui déclaraient au moins une crise au volant, parfois plus. Et 21% ont eu au moins un accident à cause d'une crise. Et ça, c'était déclaratif, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas obligés de dire la vérité s'ils ne voulaient pas, ils n'étaient absolument pas forcés, c'est ce qu'ils voulaient bien déclarer. Sur 275 patients, il y avait 60% des patients qui ne conduisaient pas au moment du bilan. 40% qui conduisaient, donc beaucoup moins que dans la population générale. Et donc, il y avait 21% de cette population-là qui ont eu des accidents. Il y avait 57 accidents, et sur ces 57 accidents, une fois que le patient avait eu un accident, 2 tiers des cas, il avait arrêté de conduire, il n'y avait plus qu'un tiers des patients qui conduisaient après. Et puis on regarde un petit peu les accidents. 96% des cas, les dégâts matériels pour la voiture, bien sûr, c'est pas si grave. 17% des cas des contusions des fractures à divers degrés, ça peut être une fracture de l'humérus ou bien une fracture du bassin, parfois c'était beaucoup plus grave. Les traumatismes crâniens dans 21% des cas et un AVC passager. Donc des accidents tout de même assez graves avec des conséquences assez lourdes. C'est des patients qui conduisent moins que dans la population en général, et c'est aussi des patients qui travaillent moins. 50% des patients travaillaient dans cette cohorte, ils travaillaient encore moins qu'ils ne conduisaient pas, donc une sorte de double peine. Alors il y a un biais, bien sûr, s'ils ne travaillaient pas et s'ils ne conduisaient pas, c'est vraiment principalement parce qu'il y avait beaucoup de crises. Mais tout de même, c'est des patients qui ont beaucoup de limitations, qui
prennent aussi à regarder un petit peu les déclarations rapportées au médecin du permis de conduire. Et ça, ce sera le topo un petit peu peut-être après, qui était assez faible dans cette cohorte. Et encore une fois, c'est déclaratif sur quelques mois de suivi, et peut-être qu'ils l'avaient fait avant, mais qu'ils ne l'ont pas déclaré, ce genre de choses. Je pense que si on refaisait les mêmes questions maintenant, on aurait des résultats plus importants. Alors, quel est le but de ce type d'études? Le but, bien sûr, c'est pas de dire ah ben vous voyez les patients épileptiques qui conduisent, ils ne devraient pas conduire, ils ont des accidents, ils sont dangereux, c'est pas possible. Le but, bien sûr, c'est pas ça. Le but, c'est de montrer les problèmes de nos patients et de pouvoir alerter un peu les pouvoirs publics sur qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour les maintenir dans l'emploi et dans la vie sociale, malgré cette maladie qui est déjà difficile à vivre. Et puis, peut-être ça permet aussi de réfléchir, et ce sera des topos d'après, sur la législation du permis de conduire. Est-ce qu'elle est adaptée aux patients épileptiques? Est-ce qu'elle est trop sévère, pas assez sévère? Est-ce qu'il faut faire plus de cas par cas? Ça, c'est des questions, bien sûr, qu'il faut se poser, et pas forcément de solutions toutes prêtes. Alors, j'ai terminé. Sur 15 minutes, c'est difficile d'être exhaustif. J'espère que j'ai été assez clair. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Père. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Alors pas sur la législation elle-même, puisqu'on va d'abord attendre l'intervention du médecin spécialisé. Voilà, j'ai abordé la législation. On va l'aborder en détail tout à l'heure. Magali, est-ce qu'il y a... Ouais, alors j'ai quelques réflexions et puis une question peut-être aussi à notre dernier intervenant. J'ai plusieurs personnes en fait qui se posent la question, qui relèvent la question que lorsqu'on ne peut pas conduire, on est loin, ça nous éloigne de l'emploi, et donc une personne qui témoigne qu'elle a été obligée de percevoir la AH, non pas parce qu'elle n'était pas apte à travailler, mais parce qu'elle n'était pas apte à conduire. Donc ça pose un problème. On pose la question aussi de pourquoi on a retiré un permis de conduire alors qu'on est un bon conducteur, qu'on a tous les points, et que en fait par rapport à, entre guillemets, à un fou de la route, on n'est pas forcément plus dangereux que ça. Voilà. Et puis la dernière question, c'est pourquoi 11%? Alors pourquoi tant de rétention de permis par rapport au pourcentage que vous venez de donner? Alors, je ne sais pas si le docteur... Pourquoi est-ce qu'on retire le permis alors que le risque finalement est assez faible, c'est ça? C'est ça en fait, oui. Ouais. Alors ça c'est toujours difficile de savoir. Je pense que... Alors, la personne de la ville de Nantes, mais je pense que le but c'est de s'affranchir de tous les risques possibles. Et je ne pense pas que pour une politique publique, 11% de risque de crise au volant, ce soit acceptable par rapport au risque que ça peut engendrer pour la population globale. Après, c'est des questions difficiles. À l'échelle individuelle, bien sûr, si c'est malheureusement vous qui faites la crise au volant et que vous mourrez de cet accident-là, eh bien, ces 11% ne voudront absolument rien dire. Donc c'est vrai que la gestion de risque est toujours quelque chose d'assez difficile, et c'est pour ça que je crois que lorsque les législations sont mises à jour et réévaluées, comme c'était le cas en 2015 notamment, il y a des neurologues experts sur le sujet qui sont invités à réfléchir pour comment améliorer cette législation et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ce soit le plus juste possible. Malheureusement, lorsqu'on reste sur une politique publique, les choses sont toujours envers la restriction et la législation est toujours très sévère. Je ne sais pas si ça va évoluer un jour, j'espère. Une autre question? Et puis préciser peut-être l'histoire du permis de conduire, c'est un petit peu comme les emplois en fait de mise en sécurité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a quelques emplois qui sont totalement interdits. C'est à partir du moment où réglementé, dès que vous êtes en fait dans une situation où
vous devez avoir quelqu'un sous votre responsabilité ou sous votre sécurité. Donc forcément, avec une épilepsie qui peut être totalement aléatoire au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de patients qui les sentent arriver. Il n'existe pas de dispositif adapté pour pouvoir prévenir les crises. Peut-être bientôt, mais il y a plein d'entreprises qui y travaillent, des licornes, des startups, etc. Mais ce n'est pas encore le cas, ça va venir. Donc comprendre qu'on retire le permis ou qu'on le suspend, parce qu'il n'est pas retiré complètement, il est suspendu pour une période, le temps de voir l'évolution du patient, et je pense qu'on aura une explication qui va venir derrière, mais se bien intégrer quelque part qu'on a en fait ce côté, ben, je ne peux pas mettre d'autres personnes en danger. Déjà, je vais mettre moi en danger, mais je peux mettre d'autres personnes en danger. Et ce risque-là, la société ne peut pas le prendre. Oui, et bon. Est-ce que, parce que c'est quand la personne, le questionnement sur est-ce qu'elle a le droit de garder ou pas son permis, est-ce que le fait qu'elle puisse avoir des auras, donc pressentir la prise venir, par exemple laisser arrêter de conduire ou donner le volant à quelqu'un d'autre, est-ce que ça peut rentrer en compte pour le jugement de... Le spécialiste, le médecin spécialiste qui va venir pourra vous y répondre. Et je pense que c'est comme ça qu'on en va. C'est la transition. Voilà. C'est ça. Merci pour la transition. C'est un métier. Donc, je vais demander au docteur Jean-Boulet Jarcot de venir. Donc, il est médecin généraliste, agréé donc, à la commission médicale du permis de conduire, qu'on sollicite en tant qu'épileptique quand on est fou, quand on ne peut pas être stabilisé au niveau des crises et qu'on doit agir au niveau du permis. Oui, mais je vous remercie de m'avoir invité. Effectivement, moi je suis médecin généraliste, retraité depuis peu, et pour continuer à m'occuper un petit peu, j'ai fait la formation de médecin de permis de conduire. Oui, la législation a changé très récemment, puisqu'il y a eu un arrêté paru le 28 mars 2022. Il y a une application le 4 avril 2022, donc c'est moins d'un mois. Depuis moins d'un mois, les conditions de compatibilité à la conduite de tous les Français ont été modifiés, et en particulier pour l'épilepsie. En particulier pour l'épilepsie, parce que maintenant, la coordination avec le médecin neurologue est indispensable. On ne peut récupérer son permis qu'avec un courrier motivé du médecin neurologue. Avant, c'était possible ou impossible selon. Maintenant, de toute façon, lorsque on veut récupérer son permis parce qu'on est épileptique, et on pourra peut-être le faire, à condition d'avoir un courrier motivé et argumenté du médecin neurologue. Ça, c'est la première chose, c'est une bonne chose. Sur les modifications d'ailleurs de la réglementation, on a quand même l'impression que le législateur a essayé de combiner au mieux la nécessité d'une protection publique et la nécessité d'une adaptation la plus favorable possible aux patients épileptiques pour leur permettre le plus possible de conduire. C'est un peu l'impression que j'ai quand même. Ceci dit, ça reste sévère. Schématiquement, on a la première crise convulsive. La première crise d'épilepsie qui en général conduit un bilan neurologique à l'hôpital et autres, avec un examen IRM, électroencéphalogramme, consultation du neurologue, et les patients sortent avec un mot du neurologue la plupart du temps en disant vous arrêtez de conduire et vous irez voir le médecin du permis de conduire. Si jamais les patients conduisaient malgré ça et qu'ils avaient un autre accident avec ou sans crise, ils pourraient être déclarés sans assurance, puisque ayant conduit en infraction. Comme quelqu'un qui conduit sous l'effet d'alcool est déclaré sans assurance et doit assumer les conséquences. C'est pour ça que c'est important. Si le patient ne va pas voir le médecin et qu'il ne conduit pas, il n'y a pas d'importance. Mais à partir du moment où un patient qui a fait une crise convulsive, qui a été prévenu, ou même s'il n'a pas été prévenu, puisque nul n'est censé ignorer la loi, conduit, il faut absolument qu'il ait l'autorisation du médecin agréé. Sinon, il est en infraction. Voilà, en risque. Alors, la première crise, l'incompatibilité est de 6 mois. Incompatibilité de conduire pendant 6 mois. Éventuellement, avec avis du neurologue motivé, un peu avant ces 6 mois, il peut aller voir le médecin agréé qui peut donner une compatibilité temporaire. En général, c'est au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, on va voir le médecin agréé avec le courrier du neurologue, si on n'a fait qu'une crise. Si le neurologue estime que le risque de crise est négligeable, il le dit. Et le médecin agréé, la plupart du temps, va suivre, sauf s'il a des éléments, s'il voit quelqu'un qui consomme de l'alcool alors que le neurologue ne s'en est pas rendu compte, ou des choses comme ça. La plupart du temps, le médecin agréé va suivre l'avis du neurologue et donner une compatibilité temporaire pour une durée de 5 ans.
Au bout de ces 5 ans, de nouveau le médecin agréé, de nouveau le courrier du médecin neurologue. S'il n'y a pas eu de crise pendant ces 5 ans, si le patient est compliant, si quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui est raisonnable, etc., compatibilité définitive. Terminé, on n'a plus besoin de voir le médecin agréé. Lorsque survient dans les 5 ans une deuxième crise, comme disait le docteur Père, c'est la maladie neurologique, et c'est un petit peu plus compliqué. L'incompatibilité est d'une durée de 1 an. Pendant ces 1 an, il y a souvent un traitement qui est mis en place et qui est efficace. Au bout d'1 an, depuis la dernière crise, visite du médecin agréé, courrier du neurologue. Le neurologue estime que le patient présente un risque négligeable de refaire une crise. Le médecin peut donner une compatibilité temporaire de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, 5 ans maximum. Et voilà, donc le patient peut conduire comme ça, en suivant son traitement et tout. Au bout de 5 ans, de nouveau visite, s'il n'y a pas eu de crise, si le traitement est bien supporté, s'il est efficace, si le médecin pense qu'il n'y a pas de risque important de faire une nouvelle crise, compatibilité définitive avec un traitement. Voilà, ça c'était la règle générale. Il y a les crises morphéiques, les crises qui ne surviennent que la nuit. Si vraiment ce sont des crises qui ne surviennent que la nuit, au bout de la première crise, on donne incompatibilité de 6 mois, mais le médecin neurologue, après tout le bilan, etc., s'il estime que ce sont des crises qui ne peuvent survenir que la nuit, pendant le sommeil, on peut très bien redonner une compatibilité définitive tout de suite, avec avis motivé. Il y a les crises partielles, bien sûr, les crises qui considèrent que quelques clonies du visage et tout. De la même manière, incompatibilité de 6 mois pour avoir une observation. Au bout de 6 mois, le médecin agréé, courrier du neurologue, compatibilité définitive s'il n'y a pas plus de risque. Le risque étant bien sûr la crise avec perte de conscience. Voilà, les changements de traitement. Les changements de traitement, c'est assez important parce que normalement, un changement de traitement, c'est 3 mois sans arrêt. Un patient bien équilibré, mais qui va modifier son traitement sur la vie neurologique, pas de lui-même. Un patient bien équilibré qui va avoir une modification de son traitement, normalement a une période d'incompatibilité de conduire de 3 mois. S'il ne se passe rien au bout de ces 3 mois, visite médecin agréé, courrier, d'accord, on continue comme ça. Si jamais il y a une crise, il revient à la dose précédente et il a de nouveau une incompatibilité de 3 mois minimum, le temps d'observer. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal le tour des choses. Le poids lourd, le transport en commun, ça c'est quand même beaucoup plus sévère, c'est grosso modo c'est très schématique, c'est 10 ans sans crise et sans traitement. Ouais, déjà, quand la conduite est d'un emploi, là il y a une problématique qui est différente. Ah, bah oui, non, c'est élargi en fait. C'est lourd, mais un transport en commun ou permis de conduire poids lourd, on a interdiction tant qu'il n'y a pas eu une période de 10 ans sans traitement et sans crise. Les conducteurs d'avion aussi, j'imagine. Alors, je suppose, oui. Je pense que c'est même plus sévère encore. Alors là, par contre, je ne vois pas. C'est pas vrai que là, vous avez peut-être conduite automobile. Mais vous avez raison, oui, certainement. Avion, train, tramway, etc. Oui, parce que c'est des gens qui, s'ils font une crise, l'enjeu est important. Oui, transport de personnes. Je crois que le transport de personnes, c'est très sévère. Et le docteur Boulet, surtout, la question que posait Ava justement sur les personnes qui ont des auras. Alors les auras, mais ça, moi j'imagine qu'on pourrait très bien... Ah oui, pardon, j'ai oublié un domaine, c'est les crises qui ont un facteur déclenchant. Certaines crises ont un facteur déclenchant bien reconnu des patients. Si ce facteur déclenchant n'est pas susceptible d'arriver lors de la conduite automobile, si les patients se connaissent bien, si les patients sont raisonnables, si l'avis du neurologue estime que le risque de survenue de ce facteur déclenchant est négligeable, l'aptitude à la conduite peut être donnée. Avec une hygiène de vie très... Voilà, oui, alors oui, ça c'est sûr, l'hygiène de vie est très importante. Il est évident que quand on voit un patient qui va partout, l'alcool par exemple, vous le savez tous, diminue le seuil épileptogène, si quelqu'un continue à boire, indépendamment même du risque d'alcoolémie positive, le risque de survenue de crise est important. Alors les auras, moi les auras, je pense que j'imagine très bien un patient qui a des auras, qui est vu son neurologue, qui n'est que des crises avec auras qui sont bien identifiables, bien reconnaissables et qui sont des auras suffisamment précoces avant la crise qui permettent au patient de réagir, de s'égarer au bord de la route. Si le neurologue me disait, bah oui, c'est un patient, il a des auras, il a des crises effectivement complètes, mais il les sent venir, il les voit venir, il a le temps de réagir, moi je pense qu'on pourrait très bien donner une aptitude qui serait peut-être pas définitive, temporaire pendant quelques années d'observation, hein,
et pour permettre la conduite. Le but est d'éviter un accident. Parce que là, le législateur, là, tout le monde sera embêté. Hein. Le patient sera embêté, le médecin sera embêté, le neurologue sera embêté, tout le monde. On peut se tromper. Hein. Si un neurologue donne un jour un avis en disant qu'il y a un risque négligeable, si le médecin dit d'accord, le risque est négligeable, et si le patient fait une crise, on verra ce qui se passera, ce sera sûrement pas confortable. Mais bon, la vie, il faut bien prendre quelques risques. Voilà, mais moi je pense que par exemple, une crise avec aura, bien définie, bien repérée par les médecins et avec un avis d'un neurologue qui disent oui, ben, d'accord, mais voilà, ce monsieur ou cette dame ne fait que ce type de crise, avec ce type de signe précurseur, qui donne le temps d'agir, et qu'il a en plus, il l'a compris, il est capable de s'arrêter, d'interpréter cette aura. Moi, je ne vois pas d'obstacle majeur à une conduite automobile. Hein. Il y a des possibilités de recours, je crois. Alors, lorsque il y a une aptitude temporaire, si les gens ne sont pas d'accord, donc l'inaptitude va être transformée par le préfet du département en un avis d'inaptitude, de recevoir le patient. Dans les 2 mois qui suivent la réception de cet avis, il peut faire un recours. Le recours, c'est une commission primaire qui est assez simple. C'est une commission faite par 2 médecins agréés, dont ne fait pas partie le médecin qui a délivré la première inaptitude, qui va examiner le cas et qui va donner un avis. Le recours n'est pas suspensif, c'est-à-dire que le patient n'a pas le droit de conduire, même s'il fait recours. Et voilà. Et puis, bon, si jamais le recours est confirmé, la décision est confirmée, le patient peut faire un recours devant le tribunal administratif. Là, c'est plus lourd, c'est l'avocat, c'est des choses comme ça. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur d'autres questions? J'en ai 2, désolée. La première, vous parlez beaucoup du lien avec le traitement médicamenteux. On sait qu'il y a 30% d'épileptiques, de personnes épileptiques pharmacorésistantes. Si la personne est stabilisée sans traitement, est-ce que c'est un facteur négatif dans votre jugement? Pas forcément. Si la personne est stabilisée sans traitement et qu'elle ne fait pas de crise, oui. Un an sans crise, il n'y a pas de problème. Hein? Ah non, très bien, au contraire. Hein. Enfin, c'est au contraire, mais non, mais l'important c'est de rester un certain temps, une durée d'1 an au moins sans faire de crise, avec ou sans traitement. Et si on a un traitement, il faut être confiant. Et si on n'a pas de traitement, il faut avoir une vie. Si on a des facteurs de risque à côté de vie qui risquent de favoriser vraiment les crises d'épilepsie, c'est un peu embêtant. On sera plus prudent. Si c'est des gens, comme la plupart du temps, des gens extrêmement raisonnables. Et 1 an sans crise tonico-clonique ou sans crise? Excusez-moi, pardon? 1 an sans crise tonico-clonique, ou si c'est des crises partielles, ça peut... Pour moi, ce serait 1 an sans crise avec perte de conscience. Hein. Je verrais ça comme ça. Parce que le clonique, c'est légal. Pas... Et puis préciser qu'une absence, ça reste une rupture. Oui, c'est ça. Ouais, mais l'absence, c'est une rupture. L'absence, c'est une rupture. Oui, une absence au volant, c'est une rupture. Un petit peu embêtant. À partir du moment où on ne maîtrise plus son véhicule, en fait. Voilà. D'accord, oui, il y a des crises partielles où on peut continuer à faire ce qu'on est en train de faire physiquement. Si on a par exemple une hallucination auditive, ça n'empêche pas de conduire. Obligatoirement, sauf que si tu as cette hallucination auditive, va dans le fossé. Mais non, je ne pense pas vraiment. Mais encore une fois, c'est ça qui est très important et qui est plutôt positif, ce sera avec l'avis du neurologue qui aura vu le patient dans un autre rapport que nous, parce que nous, on a un rapport conflictuel, on n'est pas les gentils. Et c'est normal. Hein, donc, je pense que si un neurologue avec qui il y a une relation de confiance qui s'est fait dit, ben, voilà, ce monsieur, cette dame, tu sais, je pense qu'il pourrait. Moi, je ne vois pas tellement de raisons de dire non, sauf si j'ai des éléments qu'il n'a pas, qui me font penser que c'est pas là, personnellement. Et ma deuxième question, je me permets d'enchaîner, c'était est-ce que vous avez des chiffres? Ça représente combien de personnes, par exemple, ici, qui passent en commission par an? Et la question, elle est plus à la Fondation Épilepsie France. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes qui ont peur de passer en commission et qui préfèrent être dans la passivité, ne rien faire, par peur qu'on leur retire leur permis? Voilà, c'est 2 questions. Je n'ai aucune réponse à vos 2 questions. Les commissions sont rares. Les commissions d'appel sont très rares. Les commissions d'appel sont très rares. La visite chez les médecins agréés pour la conduite, on a deux modes de fonctionnement. En cabinet, tout seul pour un patient épileptique, pour un patient qui a un problème de santé ou pour le renouvellement de permis de poids lourd, etc. Et en commission à 2 médecins en préfecture pour tout ce qui est suspension ou annulation de permis en raison, la plupart, d'alcool ou de stupéfiants. Là, on est obligé de passer tout bas. Mais en dehors de ça, donc c'est passé en commission, en médecin, simplement. Non, je n'ai pas d'option.
Mais il y en a certainement, effectivement. Mais encore une fois, c'est pas très grave qu'on n'ait pas supprimé le permis à quelqu'un s'il ne conduit pas. Ce qui est grave, c'est s'il conduit, mais que le permis soit supprimé ou non supprimé, s'il conduit et qu'il sera en hors et bas. Alors évidemment, si le permis lui a été supprimé et qu'il est contrôlé, le gendarme pourra le sanctionner. S'il n'a pas été supprimé et qu'il est contrôlé, le gendarme ne le saura pas. C'est si l'assurance met la main, c'est ça le sujet. Pardon? Non, je disais, si l'assureur, lui, met la main sur Si l'assureur, lui, peut prouver que l'assureur était épileptique avant. Quand il y a un accident, les assureurs font les enquêtes. Hein. Oui, oui, ça commence à être lourd, les enquêtes sont ouvertes. Et pour répondre à ta deuxième question, alors, on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres nationaux, même à ce niveau-là. Il y a une réforme en cours, donc normalement, d'ici fin 2023, ce sera plutôt 2024. Les chiffres sur les statistiques épileptiques seront beaucoup plus affinés. Il y aura un partage de dossiers au niveau CPM entre le médecin et la CPM qui va être beaucoup plus affiné et permettre de gérer ça. C'est en test en Ile-de-France pour le moment. Donc ça, on n'a pas de chiffre précis. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que autant sur nos permanences téléphoniques des délégués en région ou sur notre groupe Facebook qui est fermé où il y a pratiquement 11 000 personnes, je pense qu'à minima, il y a au moins une fois par jour, on a la question, si ce n'est pas plusieurs fois, on a quelques modérateurs ici qui pourraient confirmer sur ce groupe-là. On a systématiquement des demandes. Ça fait partie du quotidien de la vie, en fait. Ah oui, on comprend. Voilà. Oui, madame. Au niveau assurance automobile, on passe un permis de conduire à 20 ans, on a une voiture, une assurance. Bon, quelques années après, arrive une première crise. Et soi-même, on décide de plus conduire, mais on ne prévient pas l'assurance. Au bout de 1 an, 2 ans après, avec certificat médical ou accord médical, donc on reprend le volant. Qu'aurait-on dû faire par rapport à l'assurance? Et devrait-on prévenir l'assurance en reprenant le volant? Doit-on leur dire, je suis épileptique, plus de crise? Doit-on les prévenir? Acceptent-ils changement de tarif? Si vous... Moi, je crois que vous auriez dû prévenir l'assurance, vous auriez économisé 1 an d'assurance. Hein, mais au bout de 2 ans, si vous voulez reprendre le volant, vous voyez avec un courrier du neurologue, le médecin, le neurologue dit oui, il a fait une crise il y a 2 ans, bon, il n'y a pas eu depuis 2 ans, c'est quelqu'un qui n'a pas de risque, c'est négligeable. Le médecin agrée dira voilà, autorisation. Oui, mais alors si, donc pas de déclaration. Vous n'avez rien à dire à l'assureur d'une façon générale. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Du moment que vous êtes en règle vis-à-vis de la commission préfectorale du permis de conduire, il n'y a pas de problème. Si vous avez une interdiction, vous la gardez pour vous, vous n'êtes pas du tout obligé d'en parler à l'assureur. De toute façon, l'assureur, à partir du moment que vous ne l'usez pas, il n'est plus concerné. Donc vous n'avez absolument rien à dire à l'assureur. On peut arrêter de conduire pour toute autre raison, parce qu'on a des par exemple. Mais alors, on reprend le volant, on se sentait en parfait état, puis une crise arrive, bien sûr imprévue. Est-ce que l'assureur découvre que c'est l'épilepsie, comment va-t-il réagir? S'il y a vraiment des dégâts, vous avez eu une première crise, vous avez arrêté de conduire de vous-même, vous avez repris au bout d'un avec un certificat médical ou pas? Ah ben si vous avez repris avec un certificat médecin agréé, vous êtes peut-être couvert. Oui, mais tout d'un coup, une crise, ça, je crois. Oui, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, si vous voulez, vous êtes couverte. Les gens qui pourraient, entre guillemets, être un petit peu embêtés sont le neurologue et le médecin agréé, à la limite. Hein. Mais le patient a fait ce qu'il a pu, il a fait comme il fallait. Par contre, si c'était en arrêtant votre traitement médical, en ayant, etc., ça peut je pourrais peut-être trouver à redire. Hein. Mais sinon, vous êtes couverte médicalement. C'est pour ça qu'il faut mieux le faire. Et ce que vous dites est pertinent dans le sens où le volume des personnes qui souffrent d'épilepsie est grandissant à partir du moment où on rentre dans l'âge senior. Donc souvent, on a ces situations-là qui arrivent où la personne, en fait, justement, elle n'a pas fait de crise pendant 15 ans, 20 ans. Elle en a fait pendant l'enfance. Et d'un seul coup, à l'âge senior, elle redémarre en fait un cycle où les crises sont à nouveau présentes. Et là, on peut se retrouver dans une situation, comme vous dites, je ne faisais pas de crise, et puis voilà, puis d'un seul coup, je me retrouve en fait. Et à partir du moment que le cycle a été respecté avec la préfecture, etc., et les médecins, il n'y a aucun problème là-dessus. Magali, il y avait des questions? Il y a une réflexion et une question. D'abord, il y a une personne qui dit, voilà, moi ça fait plusieurs années où je ne fais plus de crise, je n'ai pas souhaité repasser devant une commission, devant le médecin, voilà, parce que moi-même j'ai peur de reprendre le volant. Donc qu'est-ce que l'on fait de cette peur? Puisque à un moment on a dû stopper et quand on va reprendre, il y a l'angoisse de se retrouver en situation. Et puis il y a la question qui est
plutôt intéressante, puisque lorsqu'on n'a pas de permis de conduire, on ne peut pas conduire une voiture classique. Donc, quid de la conduite des scooters ou des voiturettes? Oui, tout véhicule qui nécessite un permis de conduire, c'est interdit. Les véhicules qui ne nécessitent pas de permis de conduire, nous, on ne donne pas d'appréciation là-dessus. Alors, si vous êtes inapte à la conduite automobile, c'est la conduite de véhicule du groupe. Mais je dirais que la réponse, elle est de l'ordre de l'intime et de la personne vis-à-vis de la société. L'idée, quand même, c'est de faire société. Excusez-moi de l'expression un peu convenue, mais on en est là, c'est-à-dire que elle doit pouvoir peut-être échanger avec son neurologue là-dessus pour imaginer les risques par rapport à sa maladie. Et on a dit, il y a quand même 650 000 patients qui souffrent au quotidien d'épilepsie. Certains vont souffrir un moment dans leur vie, puis ça va s'arrêter. Je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est un échange avec son neurologue pour avoir confiance en elle, de savoir si elle est en capacité de conduire un véhicule du type les voiturettes ou la petite voiture Citroën là, qui est sortie, là, je sais pas comment elle s'appelle. Voiture sans permis. Voilà, voiture sans permis. C'est plutôt ça la question. Le problème, c'est qu'avec une voiture sans permis, tu peux quand même, si tu fais une crise, renverser une ribambelle de gamins qui traversent le passage clouté, quoi. On est d'accord. C'est là où c'est compliqué. Faire société. Et à vélo aussi. À vélo aussi. Parce que ce que j'avais dit, et à pied, on tombe et on provoque un accident. Ah bon? À vélo, vous pouvez laisser quelqu'un aussi, hein, bien sûr. Il y a une précision que je n'avais pas. C'est pour la nouvelle génération, en fait, pour pouvoir conduire une voiturette, il faut le permis scooter. Donc en fait, pour ceux qui ne disposent pas de permis, il faut un permis spécial pour les voitures sans permis, entre guillemets. Dans ce cas-là, c'est soumis à un médecin agréé. Voilà, donc ça rentre dans la réglementation. C'est pour les plus âgés d'entre nous qui avons déjà eu le permis avant, en fait. Avant la nouvelle législation. Quant au risque, à la réflexion des personnes qui ont fait des crises d'épilepsie, qui n'osent pas se remettre d'elles-mêmes à conduire, ça je comprends très très bien, on comprend très bien, et c'est tout à leur honneur, d'ailleurs, c'est dire je peux être dangereux pour moi-même ou pour les autres. Bon, de toute façon, au point de vue administratif et légal, il faut qu'ils passent par le médecin agréé avec l'avis du neurologue. S'ils ont leur avis, après, moi je pense que si le neurologue pense qu'ils sont capables de conduire, que le médecin agréé pense qu'ils sont capables de conduire, à eux de peut-être de faire la démarche, mais ça c'est quelque chose de très personnel. Hein. Peut-être effectivement commencer doucement, la journée, pas la nuit, pas des longues distances, éviter d'être fatigué, des choses comme ça, certainement. Mais ça c'est le domaine de l'instinct. Une autre question, est-ce que vous pouvez un peu plus réexpliquer un peu l'assurance très rapidement, parce qu'a priori il y a des personnes derrière l'écran qui n'ont pas tout bien compris. Ils ont l'impression qu'on leur conseillerait à la limite de pouvoir mentir de temps en temps à l'assurance. En fait, c'est pas de mentir à l'assurance, c'est que vous n'avez pas d'obligation de vous justifier auprès de l'assurance. Clairement, en fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, de la même manière, vous n'êtes pas obligé de vous justifier comme quoi vous êtes épileptique auprès de votre employeur. C'est pas une obligation. C'est la même chose au niveau du permis de conduire. Vous n'avez pas de compte à rendre là-dessus sur votre assurance. La personne à qui vous avez des comptes à rendre, entre guillemets, c'est l'État et par voie de fait, entre guillemets, le préfet, sur lequel vous devez respecter la réglementation. C'est juste ce qu'on vous demande. Donc l'assurance, là-dessus, il n'y a pas d'obligation légale. Et l'assurance, par contre, ne peut pas vous l'imposer, elle ne peut pas vous demander un dossier médical, de savoir si vous êtes en capacité de conduire ou pas, pour des raisons X, Y. Ça n'a pas le droit, donc ça n'existe pas. Quelle que soit la maladie, hein, d'ailleurs. Quand vous signez un contrat avec l'assureur, vous allez être considéré comme étant en capacité de conduire. De fait. Lorsqu'on a le statut handicapé, on va prendre une assurance aussi bien pour le vélo, pour la voiture ou pour l'appartement. L'assurance va nous demander pourquoi ce statut handicapé, ou on ne le dit pas, on ne dit pas statut handicapé. Et surtout si l'assurance pose la question avant d'avoir signé un contrat, elle vous demande pourquoi ce statut handicapé, que va-t-on répondre? Si on veut cacher la maladie, c'est très délicat, l'assurance risque peut-être de refuser. Alors, en théorie, elle n'est pas. En théorie, elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. En théorie. En théorie, voilà. Dans la vraie vie, ça peut être différent. Ou alors elle accepte et en multipliant le prix par je ne sais combien, c'est ce qui risque de. Et pour l'appartement, la même chose. Hein. On est autonome, mais alors, pharmaco-résistante, une crise arrive et puis on met le feu, je plaisante. Hein. On a des dégâts en tout cas. Là encore, on n'a rien déclaré à l'assurance. Comment va-t-elle, si elle arrive à savoir, ou alors doit-on cacher l'épilepsie, vous voyez. Non, mais ça même pour l'assurance à domicile, c'est de la même manière, vous n'avez pas de justification.
ça fait partie des risques de la vie courante. En fait, vous pouvez avoir autre chose que l'épilepsie qui fait que demain matin, vous ayez des accidents domestiques. J'en profite d'ailleurs, à ce propos, on a une application qui s'appelle Tricky Life, qui est justement une application sur tous les téléphones portables qui sensibilise aux risques domestiques et aux risques du quotidien des patients épileptiques. C'est au travers d'un jeu ludique et éducatif, mais c'est une bonne adaptation et une bonne prise en compte de Tricky Life. Oui, madame. Bonjour. J'avais envie d'avoir un comparatif avec ce qui se passe dans d'autres pays. Est-ce qu'en France, on est considéré comme plus dur ou plus lax sur ces sujets-là, de la mobilité? Et deuxième question, on parlait, il y a la notion de double, triple peine qui est revenue souvent dans les témoignages. Est-ce que vous avez des patients ou des personnes épileptiques qui vous disent, moi j'ai l'impression je fais par exemple pas une crise par an, mais une tous les 6 mois, et j'ai l'impression d'être pénalisée dans ma vie, dans ma mobilité, alors que, par exemple, je sais en plus combien la crise avec des auras ou autre, mais je ne passe pas en commission, donc par exemple, j'ai perdu mon travail, et voilà. Est-ce qu'on est trop dur ou pas avec les patients épileptiques? Ta réflexion, c'est le quotidien de l'association, globalement. C'est-à-dire que les patients, pardon, excusez-moi que je prends le micro, je suis désolé, les patients prennent contact avec nous le plupart du temps parce que justement, ils se retrouvent dans une situation d'isolement, on va dire comme l'animal oxolote, un petit peu isolé dans leur vie, comme s'ils allaient vivre en autarcie, et ils se retrouvent avec une thématique qu'on a déjà évoquée, qui est l'isolement, et alors qui va être un isolement volontaire ou pas. Et c'est cette problématique-là sur laquelle nous on travaille, c'est-à-dire dans le soutien au quotidien des familles. C'est ça, c'est de permettre aux gens d'exister. Et ça, c'est très important. Là, on parle de la mobilité, ça fait un sujet, et on se rend compte que la problématique de mobilité, on l'a dupliquée sur d'autres thématiques, c'est qu'aujourd'hui, dans la société, il faut qu'on aide les personnes épileptiques à, je parlais tout à l'heure bêtement de faire société, mais d'être dans la société, d'exister. On voit qu'avec l'emploi, c'est compliqué. On voit qu'avec le sport, c'est compliqué. On a vu dans les thématiques du sport que le sport apportait des choses à un patient épileptique. Alors que pendant des années, on a dit « Ah ben non, il ne faut pas trop qu'il fasse de sport, ça va le fatiguer, il va faire des crises. » Ben non, parce que le sport génère des molécules de bien-être qu'on pourrait... François l'avait expliqué que je vous invite à regarder sur Internet sur le sport. Et puis là, on parle de la mobilité. Et là, on a un combat à mener, c'est-à-dire d'essayer d'aider la société à évoluer dans son regard sur l'épilepsie, mais aussi dans les moyens qu'elle met en place pour les handicapés liés aux épilepsies. Et ça, c'est un combat qu'on mène au niveau de l'association. D'un côté, de soutenir et d'aider les patients, et de l'autre côté, d'aller combattre auprès de l'État, des collectivités locales, de M. Marina, mais parce que Nantes est un peu moteur sur la mobilité, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, on est bien Nantes pour en parler, mais on a besoin qu'à un moment donné, il y ait des choses qui changent. François a évoqué un des éléments qui est la désolidarisation entre la reconnaissance des aides pour le handicap qui sont délivrées par la MDPH et la mobilité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un patient épileptique qui a plus de 80% en CMI, la carte mobilité inclusion, je vais être très simple avec vous, un patient qui a plus de 80%, il n'est pas mobile. C'est-à-dire que la seule mobilité qu'il peut avoir, ça va être via la CPAL, donc c'est une prise en charge ALD, et c'est un transport ambulance, il ne va pas prendre le bus, il ne va pas prendre le métro, le train, ou le taxi, ou n'importe quoi, de toute façon c'est de l'ambulance. Automatiquement, ça fait partie d'une problématique. Alors que nous, nos réflexions dans notre travail, c'est-à-dire on se rend compte que 99% des patients épileptiques aujourd'hui qui ont une reconnaissance MDPH sont inférieurs à 79%, ce qui fait qu'ils ont droit à rien. Pour la mobilité, pas d'aide, pas de prise en charge. Alors, s'ils ont une maladie lourde, il y a la ALD qui va permettre de faire de l'ambulance, mais dans ces cas-là, on est dans les 80% s'il y avait une reconnaissance, donc on est en dessous, et on est systématiquement en dessous. C'est tellement fixe, je suis désolée, j'interviendrai, c'est tellement fixe, donc c'est pas vrai. Je vous dis que c'est pas vrai, il n'y a pas de souci. On reviendra après, juste après. Je vais terminer, madame. Je vais terminer, madame, parce que le taux que vous avez à titre personnel, c'est un taux que va donner la MDPH, et c'est l'autre problématique qu'on a soulevée dans plein de dossiers, c'est que la MDPH de Paris, de Marseille, de Poitiers, de Toulouse, elle va gérer les patients de pas la même manière. Vous arrivez avec votre dossier identique,
il va être traité à tel taux dans telle région et à tel taux dans une autre région. Donc, je vais terminer s'il vous plaît. Et donc, parce que j'ai perdu le fil du coup, l'idée de désolidariser ces deux taux. Et de dire qu'à partir du moment où on est passé par exemple pour un médecin, si vous aviez un permis de conduire, et vous êtes dans le statut, on vous a suspendu votre permis parce que vous faites des épilepsies. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on doit pouvoir dire que la mobilité de la personne, elle est 100% nulle, puisqu'on n'a pas le droit donc on doit pouvoir avoir accès au transport collectif de manière adaptée, comme une personne qui est reconnue à plus de 80% avec la CMI. Et c'est toute cette partie-là sur laquelle on est en train de combattre, travailler. On a eu un avis favorable du comité interministériel sur le handicap. Donc, nous espérons que d'ici la fin de l'année, on ait une évolution en fait, de la législation là-dessus. Ça fait partie de nos combats. Donc, je reviens sur ce que vous disiez, madame, en disant que ce n'est pas le cas de votre fils, si j'ai bien compris, au niveau de... C'est-à-dire que c'est à la charge du transport. Mais c'est bien ce que je suis en train d'expliquer, madame. Ben non, justement, parce qu'il est reconnu à plus de 80% depuis ça 20 ans, et c'est moi qui paye tout. Normalement. Alors, je ne parle pas du coût, hein, je parle de l'accessibilité. À partir du moment où vous avez plus de 80%, alors vous n'étiez pas là au début de la réunion, mais on a précisé qu'il y a 3 mentions précises sur la carte mobilité inclusion. Il y a accompagnement, stationnement, et puis le troisième mention, c'était invalidité. Donc, moi je prends mon cas personnel, pardon, excusez-moi. Je prends mon cas personnel parce que mon fils est passé dans toutes les évolutions des taux d'incapacité. Je peux vous dire, il était à plus de 80% avant une hospitalisation. J'avais sur Paris et la région parisienne toutes les aides pour pouvoir le transport. La seule chose, c'est que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment c'est sur Nantes. Ah non, c'est galère. J'imagine que ça doit être aussi compliqué, puisqu'à Paris c'est très compliqué. J'imagine que c'est compliqué un peu partout. Ça fait partie des combats qu'on mène auprès des élus locaux, parce que bon, sur Paris, il faut envoyer un dossier, vous avez 2 mois d'attente pour la réponse, etc., pour avoir une prise en charge de ce qu'ils appellent l'APAM à Paris. C'est un service particulier de la ville de Paris. Et on a affaire à peu près dans beaucoup de communes sur le territoire. La seule truc, c'est que c'est compliqué et c'est un formalisme important. Moi, je le comprends parce que il faut pouvoir vérifier que la personne ait vraiment droit à ces besoins-là. Et on sait qu'il y a des gens, malheureusement, qui abusent des droits qui sont ouverts à tout le monde. Donc, les dossiers, c'est normal que ça prenne un peu de temps à analyser, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Mais il existe des choses dès que vous avez plus de 80%. Si vous me dites que vous avez droit à rien, c'est peut-être que dans votre dossier, il y a des demandes à faire en complément et de vous rapprocher de votre MDPH. Oui, entre non, mais même à Nantes, c'est sûr que même entre 2 foyers d'accueil des femmes médicalisées, c'est moi qui ai payé 600 € taxi. Normalement, si vous êtes en ALD, il y a une prise en charge de taxi, donc c'est ça, je comprends pas. Donc, il y a un paramètre que... Ah non, moi je suis à plus de 80% et je ne paye pas le BSC. Mais est-ce que vous avez l'ALD? Oui. Normalement, vous ne devriez pas. Il y a une prise en charge, en fait. Oui, non, mais parce que je ne paye rien du tout. Non. Oui, vous payez rien. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a l'ALD, vous avez fait une demande d'ALD d'un côté, et d'affection dans une durée, c'est la sécurité sociale, en fait, qui prend en charge le transport. Non, alors, ils ont un manque d'organisation. On va être obligé de couper. Je vais laisser Anaïs clore et peut-être M. Marais la ligne. Oui, je voudrais ajouter qu'il y a une méconnaissance au niveau des politiques et aussi au niveau d'autres institutions comme la LDBH, mais aussi j'ai vu par exemple un directeur de Pôle emploi dire que la mobilité pour la recherche d'emploi, les freins, la mobilité c'était un frein psychologique. Donc là, on a bien vu à la conférence d'aujourd'hui que ce n'était pas toujours le cas. Pierre-Emmanuel Barret, donc maire adjoint à Nantes, donc en charge des transports, est-ce que vous souhaitez réagir et peut-être je viens là. Oui, mais peut-être nous entendre sur des analyses. Oui. Et peut-être dire, évoquer des solutions possibles. Alors, solution, oui, forcément. Moi, d'abord, je découvre en partie, donc j'ai appris beaucoup de choses et je remercie tous les intervenants, c'était riche.
Les témoignages aussi étaient très intéressants et on se rend compte évidemment des difficultés autour de la mobilité qui est fondamentale en termes de socialisation, en termes d'emploi, en termes de vie sociale, de faire société, comme vous avez pu le dire. Au niveau de la ville de Nantes, on a des dispositifs évidemment, comme Proxiplan, mais et vous l'avez pointé, la porte d'entrée de Sésame, c'est le taux d'invalidité à 80%. Donc aujourd'hui, le dispositif est organisé comme ça. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller vers les sociétés plus agiles, où on adapte. Je sais qu'à Rennes, il y a une commission d'accessibilité où ils ont travaillé un peu là-dessus en essayant de déporter ces questions et de ne pas être dans forcément la question du 80%. On va mener une expérimentation sur la question de l'accompagnement dans les transports en commun, en essayant de sortir de simplement la question du handicap moteur, mais handicap sensoriel, handicap, les maladies mentales, comme vous avez pu le signaler. Donc c'est une expérimentation. J'ai juste vu passer le dossier, mais je vais réinterroger les services pour savoir comment, avec l'épilepsie 44, alors je ne sais plus la personne, mais voilà, on va commencer à en discuter pour qu'on se mette en relation pour voir comment vous faire entrer dans l'expérimentation, voir comment on peut faire évoluer nos dispositifs, par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est un peu déjà commencer à peut-être le fait que, moi, ce que je retiens, c'est que vous êtes un peu hors cadre finalement par rapport à tout ce qui existe en termes de handicap. Et c'est, alors je ne sais pas s'il faut rentrer dans le cadre, mais en tout cas mieux prendre en compte la spécificité de l'épilepsie et puis avancer pour que les malades d'épilepsie puissent avoir une vraie mobilité, puissent avoir la vraie vie. J'étais frappé par cette notion de vraie vie et le fait d'avoir ce handicap nous fait sortir d'une vraie vie. Donc l'idée, c'est vraiment en termes de mobilité inclusive et même globalement que tout le monde puisse avoir cette vraie vie entre guillemets. Donc je suis ravi de cette matinée, j'ai beaucoup appris, et puis c'est surtout une prise de contact qui s'est faite et on va essayer de faire. Merci à vous. Moi je vais faire un petit mot, et puis après je vais te laisser terminer avec François. Dernier pour finir, je voulais remercier tous les intervenants, donc le docteur Pierre qui était là, monsieur Jacob qui était tout à l'heure, et puis comme les témoins, oui, Amélie, Sébastien, et puis toi, et puis votre travail. Vous pouvez revoir le replay de la vidéo certainement dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. On a fait les autres conférences, elles sont disponibles. Et puis je dirais que peut-être des écureuils, on essaie de grappiller un petit peu tout ça et de développer toutes ces choses-là. Je te laisse la parole. Oui, donc merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Donc comme on l'expliquait un petit peu tout à l'heure, ces conférences ne sont que le début d'un grand plan d'action qui va mener un livre blanc, qui va recenser toutes nos revendications sur l'emploi, sur plusieurs thématiques. Et donc ça va être porté lors d'un sommet national le 25 novembre prochain au ministère de la Santé. On espère vraiment faire bouger les choses sur la sensibilisation et sur nos droits. Bravo. Je veux juste dire un mot en réaction à ce que nous a dit M. Marais. Il est clair que dans une agglomération de communes ou dans une communauté de communes, on peut imaginer que chaque société de transport adapte les solutions. C'est un petit peu ce que vous suggériez, je veux dire, en filigrane, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fond, rien n'empêcherait un opérateur de transport de dire moi, je ne demande pas la CNI. On me dit simplement que la personne ne peut pas conduire pour des raisons médicales. J'accepte qu'elle accède à des transports, entre guillemets, adaptés. Parce que le problème, quand même, le plus grand problème, c'est que les transports, lorsqu'on parle de transports adaptés, c'est des transports PMR, personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire qu'on a vu ce qu'il fallait opposer ou comment aider les personnes avec un handicap physique. Et il manque, évidemment, toutes les autres difficultés de handicap. Alors, le Parkinson est peut-être un petit peu entre les deux, mais il n'a bien souvent pas droit non plus à un transport PMR, alors qu'il est sérieusement en difficulté. Les troubles psychiques, vous en avez parlé, c'est très, très, très important. Les autistes, alors on commence à faire des réflexions sur des formations pour que quelqu'un qui vit avec une situation d'autisme puisse quand même se déplacer accompagné.
On tombe toujours sur des difficultés législatives. On a parlé de celle de la CMI, dont tu as reparlé tout de suite, Christophe. Il y en a une autre qui concerne de la même façon la prestation de compensation du handicap. En théorie, si vous souhaitez être accompagné physiquement par une personne qui soit rémunérée pour ça, pour faire des déplacements, il faut pour ça avoir ce qu'on appelle une PCH, prestation de compensation du handicap, transport. La grande difficulté, c'est que pour avoir cette PCH transport, il faut déjà préalablement être éligible à la PCH. Ce qui veut dire un handicap total de une des 5 fonctions définies par le texte, ou 2 handicaps graves. Ce qui n'est souvent pas le cas, heureusement pour eux, de nos personnes qui ont une épilepsie. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a des possibilités, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on aurait le droit d'avoir des transports adaptés avec une carte mobilité inclusion, mais on n'a pas le droit de carte mobilité inclusion parce qu'on n'a pas 80%. On pourrait avoir un accompagnement avec une PCH, sauf qu'on n'a pas droit à la PCH. Vous voyez, on est toujours hors cadre, c'est exactement ce que vous disiez. Alors les adaptations locales, ça peut être intéressant. Je sais qu'à Nice, par exemple, ils acceptent les transports gratuits pour toutes les personnes qui peuvent justifier d'une situation de handicap à 60%. Ils ne s'occupent pas de la CMI invalidité. Ils ont pris cette initiative, c'est gentil. Est-ce que les initiatives locales suffisent? Moi, j'ai tendance à penser qu'il vaudrait mieux arriver à faire évoluer la législation au plan national. Je crois que c'est ce que disait Christophe clairement tout à l'heure. En tout cas, merci de votre éclairage et de votre... On vous a sorti sensible à l'argument. Merci beaucoup.